Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce début de semaine, je vous propose de revenir sur une dernière fois sur les attentes du commentaire littéraire. Je rappelle que le commentaire littéraire, c'est l'exercice d'écrit commun qu'il y a entre la première générale et la première technologique. Ensuite, vous avez un autre exercice au choix qui est la dissertation pour les premières générales et l'essai contraction-essai pour les premières technologiques, sachant que l'essai revient à une petite dissertation sur parcours, comme nous l'avons fait juste avant d'apprendre le commentaire littéraire. Pour cette dernière séance, donc, du coup, qui vient clore notre séquence d'apprentissage du commentaire, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur vos premiers travaux de commentaire et de faire un rappel des points importants à garder en tête pour réaliser un bon commentaire. Pour cela, je vais remercier la personne qui m'a permis d'utiliser son travail. Toute la séance se repose sur son travail puisque je vais largement le commenter. Par esprit d'équité, je n'ai pas choisi un ou une élève de seconde 2, mais un ou une élève de seconde 8. Voilà. Alors, quelques éléments importants que j'aimerais que vous reteniez. Donc vous pouvez annoter évidemment au fur et à mesure cette séance, hein. Le premier des éléments, c'est que il faut que vous reteniez que sans un vrai travail de recherche littéraire, d'interprétation sur le texte, vous ne pouvez pas faire un commentaire. Donc tout se passe d'abord dans votre réflexion et votre approche personnelle du texte. Vous devez annoter le texte, réfléchir sur le texte en pensant aux trois temps importants qui est je recherche, c'est-à-dire je relève, ensuite j'analyse et ensuite j'interprète. Sachant que ces trois temps, je relève, j'analyse, j'interprète, peuvent être modifiés, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par j'interprète, tiens j'ai une idée sur le texte, je vais aller chercher ce qui fait que je pense ça, d'accord? Donc là, auquel cas, vous allez chercher un repérage et ensuite vous faites une analyse de votre repérage. Donc, premier des éléments, un vrai travail de recherche et d'interprétation sur le texte, tu feras, puisque le commentaire littéraire, c'est avant tout un exercice de compréhension et d'interprétation. Ensuite, le deuxième élément, c'est que le commentaire, c'est aussi un exercice d'argumentation. Et pour faire une argumentation claire, concise et organisée, il est nécessaire de faire un bon plan bien détaillé et complet avant de commencer, histoire de bien poser ses idées et qu'elles soient claires dans votre tête pour que vous puissiez bien argumenter. Donc, moralité, j'ai fait une toute petite erreur ici, donc je m'en excuse. Vous pouvez la corriger si vous le souhaitez, enfin ce serait mieux d'ailleurs. La fin de la parenthèse est ici, d'accord? Et du coup, j'enlève la parenthèse qui est là. Un plan bien détaillé et complet, donc sachant que dans chaque sous-partie, on attend 2 à 3 citations très bien analysées, tu proposeras, d'accord? Donc un plan détaillé, chez moi, ça veut dire un avec un A, un 1, un 2, avec un A, un B, un C à chaque fois, sachant que dans le A et dans le B et dans le C, il y a un argument qui vient justifier la thèse, donc soit le 1, soit le 2, et que pour chaque A, B, C, vous devez trouver au moins 3 citations avec 3 analyses et 3 interprétations qui vont dans le sens de votre argument, évidemment. Donc je récapitule, hein. Autre élément, une fois votre travail de recherche fait, un plan détaillé bien complet, il va falloir proposer, d'accord? Et puis là, je vais illustrer mon propos. Ce plan détaillé doit être mis en valeur dans la structure même de votre devoir, si bien qu'un bon plan mène à un travail qui va être structuré, d'accord? Donc à l'image de votre plan, évidemment. Donc une structure claire, à l'image de ton plan, tu mettras en page. Donc pour ça, je vais vous faire un petit schéma. Vous allez tous devoir annoter votre feuille, celle que normalement vous avez sous le coude, qui va représenter votre copie. Et puis juste après, je vous montrerai l'exemple d'une copie qui est très nette au niveau de cette structure. Bien, alors assez rapidement, vous allez pouvoir reproduire en arrêtant la capsule évidemment. Mieux que moi, parce que moi j'ai fait ça au doigt levé, non pas à main levée, au doigt levé. Ce schéma qui correspond à une intro et à un développement de partie 1 seulement. D'accord?
Ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 ensuite ce développement et ensuite ajouter la conclusion, d'accord, qui se fait toujours en 2 temps. Le premier temps, c'est un résumé, tout simplement, une conclusion de ce qu'on vient de dire, les 2 grands axes. Et puis une ouverture vers une autre lecture, vers un autre poème, etc. etc. D'accord? Donc, si on se concentre sur l'introduction et le développement de la première partie, on observe déjà, pour distinguer les deux, qu'on a un saut de ligne, d'accord? Ce que tout le monde n'a pas forcément fait. C'est obligatoire. Alors, ce saut de ligne est obligatoire, il sépare l'intro de la partie développement. D'ailleurs, entre chaque grande partie, c'est-à-dire entre le grand 1 et le grand 2, il est censé avoir un saut de ligne aussi. Et entre le grand 2 et la conclusion, il est censé avoir aussi un saut de ligne, d'accord? Ce sont les seuls moments où vous avez des sauts de ligne. Tout le reste s'appelle alinéa et retour à la ligne. Les retours à la ligne sont très codés. On ne peut pas aller à la ligne sans raison, d'accord? Graphiquement, un retour à la ligne, ça représente quelque chose. Donc, par exemple, pour l'entrée en matière, puisque c'est le début de votre devoir, bien vous faites un alinéa. D'accord? Donc c'est l'occasion d'expliquer le contexte, souvenez-vous, et de petit à petit amener votre texte. Ensuite, vous faites l'annonce de votre problématique, qui est votre question, celle à laquelle vous répondez par 2 axes et donc par votre plan. Donc, dans une introduction, on observe les parties de l'introduction, ou du moins les sous-parties de l'introduction, par vos retours à la ligne. On les observe aussi par le choix de connecteurs logiques, souvent c'est très lié, et bien souvent on va utiliser pour une problématique, comme je vous l'ai expliqué dans ma petite fiche, les ainsi, les de fait, ou dans cette perspective, on pourra se demander si, et pour le plan, on utilise souvent dans un premier temps, dans un deuxième temps, avec 2 phrases différentes, c'est toujours mieux, d'accord? Passé l'introduction, on saute donc une ligne et pour démarrer la partie, eh bien, on rappelle à nouveau l'axe 1, même si on l'a déjà dit dans l'annonce du plan. Donc on commence par un tout d'abord et on reformule son axe et on enchaîne avec le premier argument qui démarre toujours par de fait ou en effet ou en fait, ou, bon, bref. Je vous l'ai déjà expliqué tout ça, mais je le rappelle. Généralement, comme on enchaîne avec des exemples derrière, on va voir apparaître un ainsi ou par exemple pour introduire les exemples. D'accord? Souvent, une petite remarque, souvent, et c'est ce que je vous recommande de faire, à la fin d'un développement d'exemples, de plusieurs exemples même, on fait ce qu'on appelle un retour vers l'argument, d'accord? Et ça, il faut essayer d'y penser. C'est mieux pour solidifier l'argumentation. Je vous l'ai souvent demandé, mais ça, j'y reviendrai en regardant le travail de votre camarade. Donc ensuite, quand je sais que je passe au petit b, tout simplement parce que je vois un alinéa, d'accord? Tout comme je sais que je suis passée à l'argument A parce que j'ai fait un alinéa, d'accord? Souvent le petit b commence par en plus, et le c en outre, pas en fin, puisque en fait on est à peine au milieu du devoir, donc c'est à éviter. Et pour la transition, qui est le rappel de l'axe numéro 1 et le basculement vers l'axe numéro 2, c'est comme on dit certes, je vous reconseille d'utiliser la petite formule certes, on a vu que, mais on peut aussi penser que. D'accord? C'est très facile à utiliser, ça marche tout le temps, voilà. Voilà pour les explications sur la structure. Donc si on reprend, vous voyez bien que on a des sauts de ligne qui sont extrêmement importants entre chaque partie. Et puis l'autre élément qui marque la structure, ça reste les alinéas. D'accord? Les alinéas doublés des connecteurs. Voilà pour la structure, toujours à respecter. Une bonne structure, c'est montrer qu'on est méthodique. Au demeurant, c'est exactement la même structure que pour une dissertation. Pour vous montrer que n'importe quel élève est capable de faire ce travail, si tant est qu'il a écouté la méthode que je vous ai donnée, je vous propose de regarder donc l'exemple d'une copie. Merci à la personne qui l'a écrite, cette copie, à nouveau. Donc elle est
je n'ai pas pu faire une capture d'écran totale du travail parce que ça prenait 2 pages déjà, enfin 1 page et demie à l'aise. Donc vous voyez l'introduction et le début du 1, c'est-à-dire le 1A, d'accord? Et là, si en un coup d'œil, vous pouvez vous amuser à aller repérer. Je vais vous laisser vous demander d'arrêter la capsule. Vous repérez l'entrée en matière très rapidement avec une flèche. Vous repérez la problématique, vous repérez l'annonce du plan, vous repérez le grand 1, vous repérez le grand A. Vous allez voir que ça se fait en un clin d'œil. À vous de jouer. Donc en 30 secondes, vous marquez chaque sous-partie avec des flèches. Voilà, très rapidement, on a vu là que le devoir était structuré, avec au départ l'entrée en matière, qui est généralement beaucoup plus longue que les 2 sous-parties qui suivent dans l'introduction, la problématique et puis le plan. D'accord? Allons voir maintenant si les connecteurs sont là. Alors, on n'a pas un connecteur dans la problématique au tout début, mais on l'a juste après avec alors. Et puis, vous voyez qu'on a les 2 connecteurs dans un premier temps. Dans un second temps, c'est très bien, c'est bien fait parce qu'en fait, l'élève va utiliser dans un second temps puisqu'elle n'a que 2 sous-parties. Et donc, du coup, second, c'est le terme le plus approprié. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, donc la partie de développement, il y a eu un saut de ligne pour nous montrer qu'on passait bien de l'intro au développement. Et dans cela, je vois bien que le grand 1 est annoncé avec un tout d'abord et que mon premier argument est annoncé par un en effet. Quand on va un petit peu plus loin, on observe que les exemples sont introduits avec des petits connecteurs. Par exemple, quand elle en ajoute un, vous avez un de plus. Oui, c'est une fille. Vous voyez que la copie, même à l'intérieur de chaque sous-partie, est structurée pour introduire un nouvel exemple. Alors voilà pour la structure. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'abord de lire l'introduction. Et puis après, dans la deuxième partie, dans la troisième partie plutôt de notre travail, on regardera plus précisément la qualité de l'analyse. Donc voici l'introduction. Écrit en 1535, le blason du Beau-Tétin est en total accord avec les nouvelles pensées du XVIe siècle, je suppose. En effet, il est au cœur d'un siècle qui subit un véritable choc culturel et humain, où le corps suscite de plus en plus d'attention, notamment par le biais de la découverte de l'anatomie. Cette intrigue du corps, ou plutôt cet intérêt, inspire de nombreux poètes et dans ce contexte naît le blason. Tout est parfaitement organisé, tout est parfaitement relié, les découvertes scientifiques sont reliées à l'art. Enfin, très honnêtement, cet élève a bien su relier chacune des informations qu'elle voulait proposer. Ce court poème est en fait la description détaillée d'une personne ou d'un objet dont on fait l'éloge ou la satire. Précisément pour un blason, c'est simplement l'éloge. Un contre-blason, ce sera la satire. Marot, grâce à ce blason dans Épigramme, est en réalité le pionnier de ce mouvement, plutôt de ce sous-genre de la poésie. Dans ce poème, en nous faisant la louange du tétin de cette femme, il exprime en vérité l'amour et le désir qu'il a à son égard et nous fait part de sa beauté. Impeccable. Le texte est présenté. Ensuite, elle se lance dans la problématique. Nous pouvons alors sans problème démontrer que cette description n'en est pas simplement une pour Marot. Le tétin de cette femme représente en effet bien plus pour lui. Dans cette perspective, on s'interrogera alors sur la véritable signification de cet tétin pour l'auteur. Annonce du plan. Dans un premier temps, nous verrons que ce sein constitue en fait une réelle expérience sensorielle qui éveille tous les sens de Marot et que ce dernier nous la partage avec justesse, précision et en fait l'éloge. Dans un second temps, nous montrerons que le tétin est un véritable symbole de la femme aimée qu'il met en valeur grâce à son poème. Donc ici, concrètement, ce qui était son plan au départ, c'était une réelle expérience sensorielle, d'accord, avec derrière l'idée d'éloge. Et deuxième axe, c'était symbole de la femme aimée, d'accord. Et c'est pareil, une femme aimée mise en valeur, d'accord. Donc concrètement, on devine très très bien son grand 1 et son grand 2.
On va passer ensuite dans la partie qui suit de votre page, sur le commentaire de la partie développement, puisque ce qui m'intéresse aussi dans vos travaux, et c'est ce qui fait aussi une de ces valeurs ajoutées, c'est que il faut proposer un développement lui-même bien développé, d'accord, où on voit des analyses riches et fines. Donc on va aller observer la richesse des analyses, et la précision des analyses et la finesse de celles-ci. Donc du coup, vous pouvez vous souligner analyse riche et fine. Donc voici le grand 1. Tout d'abord, il est essentiel de remarquer que le tétin de cette femme réveille une multitude de sens chez Marot et est en réalité l'objet d'une expérience sensorielle. Donc elle a rappelé évidemment son grand 1. Ensuite, elle se lance dans l'argument. L'argument n'est pas un outil d'analyse, d'accord? Donc qu'est-ce qu'elle fait? En effet, il réalise la description de ce tétin à travers ce qu'il voit, d'accord? Elle me justifie que c'est une expérience sensorielle parce que il y a l'idée d'expérience visuelle. D'accord? Pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'analyse, c'est un argument. On est encore dans l'abstraction. L'analyse arrive tout de suite après, puisque regardez, vous avez de cette manière qui tout de suite va introduire des exemples. De cette manière, il est suggéré que ce tétin éveille l'un des sens, la vue. Par exemple, le tétin est qualifié de blanc, de neuf, de beau. Vous voyez que déjà on a 3 éléments cités. Et attention, la citation va arriver, enfin l'explication va arriver, donc on va rentrer dans l'analyse. Je change de couleur pour l'entrée dans l'analyse. Comme le lecteur n'a pas le tétin sous les yeux, Marot, grâce à ses nombreux adjectifs amélioratifs, repousse notre imagination et nous permet de visualiser ce si beau tétin et même presque de l'idéaliser. D'accord? Donc elle a bien recoupé les adjectifs observés, et elle précise qu'ils sont amélioratifs, avec l'idée d'idéalisation et d'expérience visuelle. On ajoute, puisque c'est pas fini, hein, c'est pas suffisant pour être vraiment convaincant, il compare ce sein à un œuf. Citation. À de l'ivoire. Citation. Et chaque citation va être commentée, analysée. Dans ce sens, les comparaisons avec des choses du quotidien permettent de gommer et d'adoucir l'érotisme du poème en le rendant plus délicat, voire même plus subtil. D'accord? Donc elle explique que l'utilisation du mot œuf et du mot ivoire permettent de simplement mieux visualiser, puisque on est censé au moins tous connaître à quoi ressemble un œuf. Peut-être un peu moins l'ivoire, puisque c'est un objet de richesse, hein. Mais en tout cas, l'œuf, tout le monde, même le plus petit paysan, hein, déjà sait ce que c'est qu'un œuf et connaît sa couleur, elle connaît sa texture, etc. Autre citation. En outre, il utilise le champ lexical de la couleur grâce à différents adjectifs qualificatifs. Donc hop, on enchaîne. Le blanc, le rouge. Ici, en utilisant ce champ lexical, donc là on est dans l'analyse, en utilisant ce champ lexical, Marot insiste sur l'importance qu'il donne au visuel. Le choix des couleurs n'est d'ailleurs pas anodin. Attention, rentre précisément dans le commentaire. Le blanc désigne la pureté, mais aussi la blancheur de la peau de cette femme, ce qui renvoie au canon de beauté de l'époque. Le rouge, symbole de l'amour, traduit les sentiments qu'il porte à cette femme. Donc là, vous voyez qu'elle a pris le temps d'expliquer véritablement, et c'est ça qui devient encore de plus en plus intéressant, chaque terme, puisqu'elle avait quelque chose à en faire du point de vue argumentatif. Pour finir, parce que je vous avais dit que ce n'était pas suffisant pour consolider l'argumentation, vous avez juste après, un retour vers l'argument, ce qui me semble essentiel, vers la thèse, si vous préférez aussi, on peut faire soit l'un soit l'autre. La vue est essentielle pour Marot, or c'est précisément ce qu'elle voulait montrer ici, hein, ce qu'il voit, d'accord, car c'est un très bon moyen pour lui de montrer l'importance du tétin dans l'éveil des sens. Donc, clac, elle a même fait aussi un rapport avec sa thèse. Elle a bien fermé son argumentation, tout est solide, d'accord? Un autre élément que je souhaiterais vous montrer. L'analyse est fine parce que en fait, il y a aussi un appui très régulier sur la langue.
sans maîtrise de la langue, il est très difficile de pas d'expliquer correctement un poème. C'est fin parce que l'élève est capable d'expliquer des mots, mais c'est fin aussi parce que l'élève est capable de mobiliser euh, des outils d'analyse justes. Regardez, vous avez champ lexical qui est nommé ici, vous avez comparaison qui est mobilisé ici, vous avez adjectif amélioratif qui est nommé ici. D'accord? Au-delà de ça, c'est pas suffisant hein, de simplement donner des outils. Après, il y a une analyse derrière qui est précise avec un vocabulaire précis qui permet de mettre des mots justes sur l'idée du texte. D'accord? Donc sans vocabulaire précis et sans connaissance précise, on ne peut pas fournir une analyse. D'accord? C'est pour ça que le commentaire littéraire est un exercice complexe, puisqu'il faut 1. Comprendre le texte, 2. L'interpréter, 3. Bien le fouiller, 4. Bien organiser, ensuite être méthodique pour rédiger, et surtout, 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 au moment de la rédaction, il faut savoir mettre les mots justes et les outils justes pour pouvoir solidifier l'argumentation. Bon, un dernier élément que j'ai déjà expliqué, mais je voulais vraiment insister dessus parce que je ne l'ai pas tout le temps vu. Sans cesse, tu relieras tes développements à ta problématique, tes axes, tes arguments. D'accord? Et c'est ce que je vous demande de faire systématiquement en fin de développement. C'est ce que je vous ai fait surligner en vert il y a quelques secondes. Vous voyez, et je vous avais fait faire une flèche. Il y a un réel effort de retour vers l'argument et de retour vers la thèse dans son travail, ce qui est très appréciable parce que du coup, on a une consolidation de l'argumentation. C'est la même astuce que je vous avais donnée pour les dissertations, donc il ne me semblait pas que c'était compliqué. J'en avais reparlé dans les capsules, mais pensez à cette petite astuce-là. Elle n'est pas obligatoire évidemment, mais c'est une très bonne astuce. Voilà pour le rappel des points importants qui me semblaient vraiment essentiels pour faire un bon commentaire. J'espère que vous aurez l'occasion de faire d'autres commentaires avec moi. Je ne sais pas encore si ce sera le cas. Si on se revoit, évidemment, je vous en ferai faire d'autres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis pour les secondes 8 à demain mardi, pour les secondes 2 à jeudi. Pas de travail particulier sur cette séance-là. Vous rangez simplement bien votre classeur pour info. Vous classez bien votre commentaire avec cette séance et avec mon commentaire à moi sur votre travail. Veillez à bien avoir organisé toute votre séquence numéro, je ne sais plus combien, c'est la séquence numéro 3, je crois bien. Parce que demain pour les secondes 8 et puis après jeudi pour les secondes 2, nous basculons sur une autre séquence. Donc veillez à bien ranger votre classeur. Allez, bonne journée.